Bonjour à toutes et tous. Là, j'ai l'impression d'avoir réveillé des têtes en début d'après-midi. Je suis ravie d'intervenir. On est ensemble pour à peu près 15 minutes pour une keynote à la fois sur l'univers du Web3, donc tout ce qui comprend la partie blockchain, crypto-monnaie, NFT et métaverse. Je vais vous faire un peu un panorama de où on en est, les tendances et les convictions qu'on voit sur l'année à venir, à la fois dans l'ensemble des secteurs, mais aussi évidemment dans le secteur du vin. Et pour me présenter rapidement, du coup, parce que vous connaissez peut-être pas ma société, donc moi je viens du monde du conseil à la base et de l'univers Web3 depuis quelques années. Et j'ai fondé Doors, qui est le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le Web3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on accompagne des marques de secteurs très différents, dans l'univers du luxe, dans l'univers du divertissement, dans l'univers des services, par exemple la banque, l'assurance, la logistique, ou encore dans l'univers du sport, sur l'ensemble de leurs projets, à la fois sur des enjeux d'acculturation, de vision stratégique, mais aussi d'exécution, donc de drop NFT, d'expérience métaverse. Et je suis aussi une passionnée du monde du vin, donc voilà, c'est toujours un plaisir de parler sur ces sujets-là. Donc peut-être pour démarrer, est-ce que tout le monde est familier avec le Web3? Est-ce que ceux qui savent ce que ça veut dire peuvent lever la main? Ok, je suis rassurée, ça marche. Du coup, pour démarrer, je pense que c'est intéressant de revenir un peu sur l'année qu'on a passée. C'est vrai que beaucoup ont dû voir dans les news beaucoup d'informations, pas toujours très positives. Et en fait, on se rend compte qu'on est passé globalement d'un Internet de la spéculation à un Internet de la valeur. Début d'année, alors déjà fin d'année 2021, début 2022, tout le monde a vu passer toutes ces collections de NFT. Certains parlaient de têtes de singe qui se sont vendues des millions d'euros. On était vraiment dans une phase d'euphorie, une phase spéculative. Et progressivement, le marché s'est tassé. On a eu plusieurs cracks aussi, comme le crash de FTX par exemple, et une baisse du marché des cryptos, ce qui a engagé du coup une perte de confiance de beaucoup d'acteurs dans cet univers-là. Et pourtant, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de cas d'usage, jamais eu autant de marques qui se sont lancées dans le Web3 que cette année-là. Pourquoi? Parce qu'elles ont senti que c'était justement l'année où il fallait s'y intéresser, où il fallait acculturer ses équipes, acculturer ses clients, mais aussi aller faire du test and learn et donc expérimenter des nouveaux types de cas d'usage. Quand on parle de cas d'usage, ils sont nombreux. Quand on parle de Web3, c'est vrai que ça fait un peu flou, un peu barbare. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant tout des outils et des moyens au service d'enjeux de vos marques, de vos entreprises. Que ce soit vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires ou même de vos collaborateurs en interne. Et donc, le Web3, ce n'est pas une finalité. Donc, qu'est-ce qu'on y met en fait comme enjeu? Ça peut être des enjeux complètement différents. Ça peut être des enjeux qui sont intimement liés à la technologie blockchain. Je pense que pour ceux qui sont passés sur les stands ici, on le voit, ça peut être des enjeux de traçabilité, de certification, d'authentification par exemple pour des produits. Ça peut aussi être des enjeux autour plutôt de la partie monétaire, donc autour des crypto-monnaies. Donc par exemple de donner accès à des nouveaux types de paiements par les crypto-monnaies, mais aussi de pouvoir redistribuer en fait des jetons, des tokens pour constituer une communauté et les faire rentrer dans une communauté exclusive. Ça peut être plutôt des cas d'usage autour des NFT, soit autour des enjeux de fidélisation. Donc on parle beaucoup de membership, de loyalty 3.0 pour réinventer les programmes de fidélité de demain. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup dans l'univers du retail. Carrefour s'est lancé là-dessus, Casino aussi, mais aussi dans l'univers du luxe, par exemple. Ça peut être des enjeux plutôt autour de ce qu'on appelle le digital twin. Donc c'est tout ce qui va concerner en fait les jumeaux numériques. Donc c'est vraiment la représentation numérique d'un objet physique. Et puis, si on va plutôt dans l'univers des métaverses ou des mondes immersifs en général, ça va être des enjeux d'expérience. Comment penser en fait l'expérience de demain vis-à-vis de ses audiences. Ça peut être des enjeux de gamification. Comment en fait entertainer ses audiences, créer du jeu, pouvoir animer en fait une communauté autour de piliers de gaming. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, le Web3 offre une palette de cas d'usage assez impressionnante. Et moi, en tout cas, c'est ça qui me passionne et c'est comme ça qu'on accompagne aujourd'hui nos clients. Et du coup, si on regarde aujourd'hui l'ensemble des secteurs qui se sont lancés, évidemment, au début, on a eu des secteurs qui étaient très avant-gardistes. L'univers du sport, par exemple, l'univers du luxe ou encore l'univers du gaming. Et progressivement, c'est l'ensemble des secteurs économiques qui rejoignent le mouvement. Donc on a vu cette année l'émergence de beaucoup d'acteurs de l'automobile, par exemple, qui se sont lancés à travers des cas d'usage complètement différents. Fiat, par exemple, pour inventer le digital store de demain, donc des réflexions autour de la logique en fait physique virtuelle, BMW autour d'un univers immersif et gaming, ou encore Renault à travers un drop NFT pour assembler une communauté. On a vu aussi des univers plus classiques, que ce soit dans le secteur public ou dans le milieu bancaire et de l'assurance,
On a par exemple AXA qui a fait un certain nombre de lancements dans le Web3 pour aller sensibiliser ses clients de demain à ces nouveaux enjeux. Et puis on a justement l'univers du vin et plus largement tout l'univers de la consommation. Donc on a eu par exemple l'univers du retail et de la grande consommation avec Carrefour, avec Walmart. On a eu des très très grosses marques comme Dom Pérignon par exemple dans l'univers du champagne qui se sont lancées. Du vin ou aussi des spiritueux avec plus récemment des initiatives intéressantes comme NC par exemple qui a créé une des premières DAO dans l'univers des spiritueux, donc DAO pour organisation décentralisée autonome. Un peu des mots barbares, hein. Levez la main si j'emploie des mots que vous ne comprenez pas. Donc voilà, une année finalement où on n'a jamais vu autant de marques se lancer, jamais vu autant de cas d'usage à valeur ajoutée. Et du coup, si je peux dresser quelques tendances et convictions sur l'année à venir, qui sont valables finalement dans tous les secteurs, et plus particulièrement dans le secteur qui vous intéresse, c'est-à-dire le secteur du vin, ce qu'on voit, c'est que vraiment, on a ce shift entre la spéculation et l'Internet de la valeur. Donc aujourd'hui, nous, la conviction qu'on a, c'est que finalement, on parle de Web3, mais en fait, notre rêve, c'est que demain, on n'en parle plus. Parce que quand on n'en parlera plus, ça voudra dire qu'on aura réussi cette transformation. Un peu comme, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on n'utilise plus Web 2, par exemple, quand on parle de réseaux sociaux ou de e-commerce. Donc pour nous, on ne parle plus de Web 3 et on ne doit plus penser les usages Web 3 pour Web 3. Parce qu'en plus, globalement, beaucoup de gens n'y comprennent pas grand-chose et ce n'est pas ça qui est intéressant. En revanche, il faut imaginer demain les usages, les piliers business qui vont être impactés par le Web 3 et c'est ce que nous, on appelle le Powered by Web 3. Donc ça va être plutôt prendre les piliers de son entreprise, les grands enjeux, que ce soit des enjeux business, que ce soit des enjeux de visibilité, que ce soit des enjeux plutôt internes, RH, et se dire de quelle manière les outils apportés par le Web3, donc que ce soit les NFT, que ce soit la crypto-monnaie, la blockchain, le métaverse ou les mondes immersifs, vont pouvoir répondre à des problématiques ou amener quelque chose de plus. Nous, c'est la conviction qu'on a pour l'année et les années à venir. Et du coup, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des vraies stratégies, des vrais piliers autour, par exemple, de la notion de fidélisation ou de membership. Comment imaginer demain la fidélisation 3.0 ? Il y a eu beaucoup d'exemples dans l'univers du vin autour de, par exemple, la distribution de tokens qui permettent de rentrer dans une communauté exclusive et d'engager ensuite les audiences et les consommateurs dans cette communauté. On peut aussi penser finalement à faire des quêtes, faire des jeux, par exemple, pour engager les gens à obtenir des récompenses. Ça peut être sur du learning. Par exemple, il y avait l'exemple ce matin, j'étais avec Hélène de Carrefour qui pilote le projet Web3 et qui disait nous on fait du play to learn. Donc c'est pour sensibiliser à des projets, par exemple des projets RSE ou environnementaux, à la fin collectionner un certain nombre de rewards et faire partie de cette communauté, être rewardé et être activé dans le temps. Ça peut être aussi des enjeux plutôt donc autour des métaverses ou des mondes immersifs. Alors là aussi, qui ouvrent beaucoup de perspectives. Nous, on discute beaucoup avec des domaines de vin ou des marques de champagne sur cette thématique-là. C'est par exemple de se dire, est-ce que demain, un des nouveaux canaux de vente, par exemple, pourrait être le métaverse ou les mondes immersifs ? Est-ce que ce ne serait pas une nouvelle manière aussi de sublimer et de montrer aux yeux de tous les domaines, la fabrication, un peu le dessous des cartes en fait, des domaines de vin ou des grands châteaux, pour pouvoir aussi donner une nouvelle image de modernité à ce domaine-là, pouvoir en fait amener le produit de manière différente et pouvoir à la fois mixer du réel et du virtuel. Parce qu'une conviction qu'on a, et je pense que vous la partagez, rien ne vaut une bonne bouteille de vin, ça on est d'accord, donc évidemment on ne fera jamais disparaître le physique. Par contre, le digital peut venir le sublimer, peut venir amener une valeur ajoutée et permettre en fait de répondre à un certain nombre d'enjeux, comme celui de diversifier ses audiences, de les rajeunir, d'aller toucher des publics qui peut-être n'auraient pas eu connaissance d'un domaine, d'une marque, d'une grande maison, ou bien même de faire vivre des expériences de sociabilisation, par exemple, des expériences de gaming à travers une marque, pour faire vivre en fait la marque en dehors de son seul produit. Donc aujourd'hui, voilà beaucoup de réflexions qui ont lieu. Il y a énormément de réflexions aussi sur cette notion de décentralisation et de désintermédiation. Donc typiquement, il y a des premiers domaines qui commencent à rendre accessible, par exemple, la tokenisation. Donc c'est en fait comment, à plusieurs, pouvoir acheter des bouts, par exemple, d'une bouteille très cotée, finalement d'un coteau hyper connu, ou bien encore comment acheter une bouteille et son double digital qui puisse vivre aussi dans l'univers digital.
On peut penser aussi au lien entre l'art et le vin ou entre l'art et le spiritueux. C'est ce qu'a tenté de faire Dom Pérignon, par exemple, vous l'avez peut-être vu avec sa collection de NFT qu'il a fait en partenariat avec Lady Gaga, où là on était vraiment sur une notion de digital art. Et en fait, c'était ni plus ni moins que un double digital de la vraie bouteille. Pour les gens qui achetaient la bouteille, ils avaient aussi accès à ce NFT. Et ils pouvaient aussi vivre une expérience dans un musée en fait digital, donc une galerie digitale, pour observer la bouteille sous un nouvel angle. On a aussi beaucoup de réflexions autour de l'internationalisation. C'est aussi une des bonnes manières de casser en fait les frontières et de tout de suite aller faire des démonstrations pour des audiences qui ne seraient pas du tout proches de vous, par exemple, et encore une fois montrer les produits autrement. Donc il y a vraiment ce lien qui est intéressant entre finalement le produit, le vin et l'art, mais aussi avec l'univers du luxe, par exemple. Je pense à un château qu'on accompagne actuellement et qui se pose la question pour ses vins, mais aussi ses huiles d'olive, par exemple, d'en faire comme des parfums, comme des flacons en fait en édition limitée pour pouvoir sublimer le produit et le faire connaître aux yeux de tous. Donc voilà, un panel de cas d'usage différents. Et pour répondre un peu à la problématique qui est finalement qu'a-t-on appris à la fois de l'univers NFT, l'univers Web3 et l'univers du vin cette année, je pense que le vrai enseignement, c'est vraiment l'expérimentation. C'est une année d'expérimentation qui va se poursuivre autour de beaucoup de piliers, de beaucoup d'enjeux, comme je l'ai dit, que ce soit des enjeux plutôt économiques et financiers autour des crypto-monnaies, que ce soit des enjeux autour plutôt de la fidélisation, de la constitution d'une communauté, comment attirer, comment co-créer, comment engager dans la durée et finalement monétiser, ou que ce soit autour de la partie plutôt événementialisation, entertainment, à travers notamment les métaverses et les mondes immersifs. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, comment en fait on se lance là-dedans? Parce que j'imagine que parmi vous, il y en a sans doute qui se posent des questions. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de se lancer. Globalement, il y a un certain nombre de socles de réflexion à mener. Aujourd'hui, ces sujets-là requièrent des enjeux technologiques, des enjeux marketing, des enjeux business, mais aussi en interne, un certain nombre de sujets transverses à cranter auprès de la direction financière, auprès des directions juridiques, par exemple. Et en général, une des bonnes manières, c'est de commencer par poser finalement une vision stratégique de long terme et très rapidement expérimenter sur des premiers bouts sous forme en fait de POC ou de test and learn pour commencer à tester à la fois ses produits et ses services, mais aussi ses audiences. Et quand je dis ces audiences, c'est tester justement ces audiences actuelles. Est-ce que mes clients actuels sont réceptifs à ça ou pas? Est-ce que les clients que je veux aller chercher, targeter, font partie finalement de ces clients-là qui peuvent être sensibles à ces nouveaux univers digitaux? Et comment aussi, in fine, parce que ça c'est souvent une question qui est posée, j'arrive à ramener ces deux types d'audience pour demain construire une vision de long terme et quelque chose qui fasse sens, qui soit durable et pérenne. Et puis ensuite, rien de mieux que d'expérimenter, et c'est l'exemple que nous prouvent à peu près tous les projets qui se sont lancés aujourd'hui dans l'univers du Web3, que ce soit donc dans le vin, à travers soit des grands domaines, des grandes maisons, dans les spiritueux aussi, ou que ce soit à travers des startups, comme vous voyez ici sur les différents stands. C'est vraiment d'aller tester et de se faire aussi sa propre opinion sur la plateforme qui fonctionne le mieux, les usages qui sont les plus réceptifs. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment le virage technologique et culturel majeur que constitue le Web3 pour l'univers du vin et plus largement pour l'ensemble des secteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont souvent un peu axé sur la partie tech. Effectivement, nous, il y a des années, on faisait déjà des missions blockchain, on était sur des sujets bien durs, de traçabilité, etc., et qui continuent à être aussi importants aujourd'hui. Mais on va aussi progressivement sur des enjeux purement culturels. Quand on approche le sujet du Web3 pour un secteur aussi comme le vôtre, c'est aussi un changement culturel. On a des nouveaux codes, on a des nouvelles manières d'exprimer, des nouvelles manières de communiquer, des nouvelles manières aussi de co-créer avec ses clients. En fait, on n'est plus dans une logique de consommateur passif, on arrive plutôt dans une logique de consomme-acteur, où en fait les consommateurs attendent d'être aussi des co-créateurs de la marque, de la maison, du domaine, et de pouvoir demain avoir aussi la possibilité de donner son avis et d'aider à co-créer. Ça, c'est assez puissant parce que ça requiert un peu d'humilité et de prise de recul, mais en même temps, c'est le meilleur feedback puisque du coup, il est instantané. Et puis, ce changement culturel, il passe aussi par les outils, notamment dans les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu l'arrivée de Discord, par exemple, qu'utilisent de plus en plus de marques. C'est un nouveau réseau social que tout le monde n'utilise pas forcément. En tout cas, c'est des nouveaux codes, des nouvelles communautés.
Et un dernier élément là-dessus, sur le changement culturel majeur que cela induit dans tous les secteurs et notamment dans le vôtre, c'est aussi finalement l'arrivée de collaborations. Alors ça, on le voyait déjà, hein, globalement, il y a toujours eu des collaborations dans beaucoup de secteurs, mais les collaborations aujourd'hui apportent beaucoup d'intérêt dans l'univers du Web3, parce que, par exemple, je citais l'exemple de Dom Pérignon, mais il y en a d'autres, ça permet tout de suite d'aller attirer une audience qui est déjà acquise par la marque avec qui on va collaborer. Donc on peut imaginer collaborer en tant que grande maison, en tant que grand domaine, avec soit une marque purement Web3, en se disant je veux aller justement targeter ouvertement des crypto-avertis ou des profils digital native, ou bien même une autre marque, par exemple une autre maison qui serait lancée elle aussi à son tour dans cet univers. Donc voilà, c'est un peu ouvrir le champ des possibles, être aussi dans cette logique de décentralisation et s'inscrire dans une logique d'écosystème. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Pas beaucoup. Pour conclure, ce que je voulais vous faire passer comme message, c'est que oui, le Web3, ça paraît encore un peu bizarre et un peu flou, mais encore une fois, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a dedans, c'est les usages que ça apporte et l'intérêt que ça va amener dans vos business, dans le développement de vos marques et dans le développement de vos business. Et ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, on ne parlera plus vraiment de Web3, mais vraiment des cas d'usage. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'expérimenter, c'est de tester, mais c'est surtout de le faire en fonction de sa propre identité et de ses propres enjeux. En clair, demain, les stratégies Web3 des marques ne seront pas du tout les mêmes. Chacun aura son identité et ira pour ses propres enjeux. Et il y a beaucoup d'avenir dans l'univers du vin et plus largement. Voilà, s'il y a des questions, s'il reste 2 minutes, je suis à votre disposition et même après, si besoin, je reste dans le coin. Merci. Quelques questions avant qu'on enchaîne sur la table ronde. Ah, il y a une petite question. Alors, je répète, vous me dites si c'est ça, vous dites qu'il y a une déferlante, on parlait beaucoup de Web3 et là, il y a une déferlante autour de ChatGPT, donc de l'IA. Est-ce que ça ne fait pas un impact, c'est ça? En fait, globalement, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau, comme la blockchain d'ailleurs. Là, on en fait un gros zoom, mais en fait, ça fait des années qu'il y a des chercheurs, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il y a des cas d'usage. C'est juste qu'on arrive à maturité sur ces cas d'usage et on se rend compte qu'effectivement, au-delà de la tech, le cas d'usage apporte quelque chose. Nous, ce qu'on voit, c'est que le Web3, c'est pas juste la blockchain, c'est un ensemble de technologies, dont l'intelligence artificielle, qui vont permettre de répondre à des enjeux ou de formuler des cas d'usage. Donc en fait, c'est pas une menace, au contraire, c'est plutôt une opportunité. Et par exemple, dans les univers métaverses, on utilise déjà l'intelligence artificielle couplée à d'autres technologies comme la blockchain ou autres, voire même si je prends l'exemple du digital art, donc par exemple pour faire des NFT, on utilise aussi des IA et de la génération d'art grâce à l'intelligence artificielle. Donc je le vois plutôt comme une complémentarité et un bon signe aussi que les nouvelles technologies arrivent à maturité. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, n'hésitez pas, je reste dans le coin et bonne table ronde. Merci. Merci beaucoup, Karen. Restez avec nous. Et on va enchaîner avec la prochaine, la table ronde. Ouais, c'est bon. Voilà, que je vais avoir le plaisir d'animer. Qu'a-t-on appris sur les NFT dans le vin jusqu'à présent? C'est un peu la prolongation de notre discussion de ce matin. Je vais appeler mes intervenants. Camilo Gomez du Château Pape Clément de Bernard Magrez, Pierre-Nicolas Hurstel, le CEO d'Ariani, Laurent David, qui sera là en tant que vigneron Château Idmus et président de la WineTech, et Jacques Bouet, qui est de la Maison Bouet. Et on est parti, mais il me manque. Et vous avez des micros, 1, 2. On va donner un là. Et voilà. Bonjour. Et c'est parti. Donc ce matin, on a eu une table ronde un peu plus sur les enjeux, on va dire NFT dans le vin. Là, l'idée aujourd'hui,
On a 3 notamment représentants entre Laurent, Jacques et Camilo qui ont vraiment testé et ont mis en place des opérations, notamment NFT et Web3 dans leur domaine, donc ils partageront leurs expertises. Jusque-là, ça a été très coup de communication, spéculation, ça a un peu déféré la chronique, comme beaucoup de choses, et comme expliquait Karen à l'instant. Et maintenant, on est passé un peu à l'Internet, de la valeur et l'utilité de tout ça. Mais on va reprendre les fondamentaux, puisque tout à l'heure, on a un peu fait un petit sondage sur qui est familier avec le Web3, et on avait quand même peu de mains qui se sont levées. Donc, on va commencer avec Pierre-Nicolas. Finalement, c'est quoi le principe d'un NFT, déjà? Bonjour, donc enchanté, je suis Pierre-Nicolas Hurstel, je suis le CEO et le cofondateur d'Ariani. Alors, dites-vous qu'on est en 98 ou en 2000, et je suis le type qui vient vous dire que Internet, ça va être important, et le e-commerce aussi. Et vous dites, oui, quand même, on en entend parler, mais c'est pas sûr, peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et puis, quels sont les vrais usages? Qui utilise ça? Et en fait, à cette époque-là, il n'y a pas grand monde. Avant de pouvoir chercher quelque chose sur Google, il faut vérifier qu'on a un ordinateur, une connexion Internet. Bon, on en est un petit peu là, dans une nouvelle architecture d'Internet. En fait, le tout début d'Internet, tout était partagé. Le code était partagé, tout se faisait en pair à pair. Et puis, dans la deuxième version d'Internet, il y a des entreprises qui se sont mis à comprendre que si elles centralisaient les données personnelles des gens, elles pouvaient en faire un business. Et en fait, en faisant ça, il y a des géants qui se sont créés et qui ont fait finalement de nos données personnelles la monnaie de l'Internet d'aujourd'hui. Et donc, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, il y a des services partout, on donne nos données personnelles et puis ces entreprises-là les revendent. Et donc, tout ça, ça a architecturé un Internet aujourd'hui très intermédiaire où quand on veut parler à quelqu'un, il faut payer et que nous, on donne nos données personnelles partout. Là, il y a une nouvelle version de l'Internet dans laquelle on peut posséder ses données personnelles, ses données, son empreinte en fait sur Internet. C'est ça qu'on appelle le Web 3. C'est cette notion de pouvoir posséder des actifs digitaux. Alors, ce qu'on vient d'en voir pendant ces 2 dernières années, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, de la spéculation, des gens qui s'échangent des singes en JPEG pour des millions. On en vient à se demander si on n'a pas un peu marché sur la tête. Et moi, ce que je dis souvent, c'est si vous pensez que tout ça marche sur la tête, il y a de fortes probabilités que vous soyez du bon côté de l'histoire. Donc ne vous en voulez pas trop, tout va bien. Il est possible que ce ne soit juste que le début et quelque chose de très visible. Donc, en quoi ça consiste? Un NFT, si vous voulez, c'est vraiment, on ne devrait même pas en parler, c'est un primitif technologique. C'est une couche de technologie, ça permet de créer un objet digital et de le donner à quelqu'un qui va le posséder vraiment. Si je sors d'une boutique... d'un caviste, je pars avec une bouteille, je la possède vraiment dans le monde physique. Si j'ouvre un compte auprès de ce caviste, les infos auxquelles j'accède restent sur son serveur. Là, dans ce nouveau monde, on va pouvoir partir avec l'élément digital, soit qui est associé à une bouteille, soit à une carte de membre, comme Camilo nous le racontera tout à l'heure. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une sorte de compte personnel qui est un coffre-fort de valeur, qui est sur Internet, auquel on est le seul à pouvoir accéder. Et on va ranger dedans des actifs digitaux qui utilisent le standard NFT et qui vont définir notre parcours client ou ce dont on a besoin. Alors par exemple, demain, notre carte d'identité sera peut-être comme ça, notre permis de conduire, notre carte de fidélité d'avion, et puis notre cave virtuelle, je l'espère, les montres qu'on possède, etc., etc. Donc on va pouvoir, comme ça, récolter chez nous de la donnée et interagir avec l'extérieur sans que cette donnée soit ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le Web 3. Et les NFT, c'est juste le moteur qui permet de faire ça. Et les cas d'usage démarrent aujourd'hui et il va y en avoir plein. Merci Pierre-Nicolas. Laurent, pour la WineTech, si tu peux ajouter, on va dire, là où on en est un peu, d'après toi, dans le vin. Après, on va parler d'Edmus, mais en complément de... Ce matin, on présentait le livre blanc de la WineTech sur les NFT. On vous expliquait en 10 points pourquoi ces technologies vont révolutionner le monde du vin. Donc il se passe plein de choses. L'idée, elle était née il y a 1 an ici, de se dire tiens, peut-être que l'année prochaine, on pourrait parler des NFT. Entre-temps, une quinzaine d'entreprises se sont créées, se sont lancées, ont levé des millions d'euros. Et là, je parle de la France uniquement. Je ne parle même pas de l'étranger. Tous les grands domaines viticoles dont vous connaissez les noms et qui font rêver s'intéressent aux NFT.
Et il y a fort à parier que si on se donne rendez-vous dans un an, vous aurez vu des dizaines, des centaines de projets NFT. Et on a celui du Pape Clément dont on va parler, qui seront sortis. Donc c'est quelque chose qui va impacter durablement l'univers du vin. C'était très bien résumé, très bien imagé par Pierre Nicolas. On ne se rend pas encore vraiment compte exactement ce que c'est. Mais pour moi, c'est un titre de possession. Un NFT, c'est un asset digital qui certifie que vous possédez une bouteille. Cette bouteille, elle est stockée quelque part. Pas forcément chez vous, mais peut-être chez un caviste, chez un stocker, dans un domaine. En fait, vous échangez ce titre de propriété. La bouteille, elle, ne bouge pas. Un vin, quand il est produit, il peut être consommé 10, 15, 20 ans après. Donc l'opportunité qui change de main, elle est multiple. Là, en l'occurrence, la bouteille, elle ne va pas bouger. C'est juste son titre de propriété qui, lui, va changer. Et ça ouvre des perspectives absolument énormes. On va pouvoir communiquer entre le vigneron et le possesseur du NFT. On va pouvoir peut-être revendre ces bouteilles de vin un peu plus chères qu'on les a achetées. Donc peut-être une forme de spéculation ou pas. Ça reste à voir. On va pouvoir avoir d'autres expériences, parce que quand vous avez un titre de propriété d'un de ces NFT, le jour où vous allez au domaine, au château, vous êtes propriétaire de quelque chose qu'ils ont produit, vous êtes reçu différemment. On vous ouvre les portes, on vous fait visiter le chai, les vignes, vous rencontrez les équipes. Donc voilà, il y a un ensemble d'éléments qui sont absolument tangibles et pas non tangibles qu'on arrive à créer grâce à ces technologies. Et regardez bien ce qu'on a écrit. Envoyez un mail à contact@lawinetech.com, vous recevrez ce livre blanc. On vous explique en 10 points ce qui se passe et ça va changer, on en est persuadé, la face du vin. Merci Laurent. Justement, je vais me tourner vers Camilo, parce que l'idée aussi, c'est concrètement voir comment ce que vous avez mis en place. Et la plupart l'ont mis en place, notamment Laurent et Jacques, c'était il y a un an ou deux. Donc on n'en était même pas là où on en est aujourd'hui. Est-ce que vous nous expliquez ce que vous avez fait, Pape Clément, Bernard Magrez? Chacun l'expliquera aussi. Après, on verra sur les enseignements et là où vous en êtes aujourd'hui. Mais... Oui, merci. Camilo Gomez, donc responsable marketing du groupe Bernard Magrez. Donc, le Château Pape Clément fêtait ses 770 ans et on a voulu marquer le coup. On voulait vraiment lancer quelque chose de spécial pour cet anniversaire de ce château iconique. Et du coup, on s'est penché sur cette innovation, sur le NFT qui était déjà très commun dans le monde de grandes marques de luxe, dans le monde de l'art. Et on a étudié plusieurs cas d'usage. Donc il y a beaucoup de cas d'usage dans le monde du vin qui peuvent exister, qui peuvent aller sur la traçabilité d'une bouteille de vin, qui peuvent aller sur la valorisation d'une bouteille de vin et la génération de royalties via cette valorisation. Et il y a un troisième cas d'usage sur lequel nous, on s'est plus particulièrement intéressé et sur lequel on a voulu vraiment focuser ce projet. C'était tout cet aspect communautaire qui vient avec le NFT, cet aspect de fidélisation et d'attachement à la marque. Et c'est sur ce terrain-là qu'on a voulu aller en s'associant à Ariani pour lancer ce projet. Donc l'objectif, ça a été de créer un club du Château Pape Clément via une carte de membre NFT. Donc le consommateur détient une carte de membre qui est son NFT sur son wallet. Et grâce à ça, il va avoir accès à plusieurs avantages qui soient physiques ou qui soient dans le monde digital. Donc concrètement, le possesseur de ce sésame numérique, de ce NFT, va pouvoir recevoir une bouteille en série limitée avec son coffret. Parce que pour nous, c'était très important d'avoir quelque chose de matériel et vraiment d'avoir ce lien physique avec la bouteille du domaine. Mais il va avoir aussi tout un tas d'avantages, notamment des accès en privilégié à nos événements, notamment au vernissage dans nos différents lieux, des accès à des dégustations dans les châteaux et avoir ce contact direct avec le domaine pour créer cet attachement et cette fidélisation à la marque. On a aussi associé un artiste à ce projet, donc Pierre Blaise-Dionnet, qui est un artiste spécialisé dans le tech art et qui a réalisé une œuvre digitale pour réinterpréter le vin rouge du Château Pape Clément. Et le membre du club NFT vont avoir accès à cette œuvre via leur NFT. Donc ça donne tout un tas d'avantages en devenant membre de ce club. Merci, on reviendra après sur les enseignements avec le peu de recul que vous avez. Puis on complétera peut-être aussi avec Ariani qui a contribué au projet. Jacques, vous avez lancé une collection NFT il y a 2 ans, à Wine Paris en 2021.
Oui, exactement. Alors nous, notre métier est en fait négociant en vin. Donc ça c'est important. Non, c'est Voilà. important parce qu'on n'a pas au départ vocation à s'adresser directement au grand public, c'est-à-dire à être dans le B2C. Et donc effectivement, nous on a vu finalement les NFT, le Web3 et quand même la construction des métaverses comme la façon en fait de toucher un nouveau monde, c'est avec des nouveaux consommateurs sous des formes en fait beaucoup plus digitales. Donc quelque part de créer une nouvelle forme de commerce pour des vins à Bordeaux dans les grands crus classés qui sont plutôt très traditionnels, qui s'adressent à des clientèles plus expertes, plus âgées, etc. Donc on est parti de ce principe et on est parti plutôt sur une vision qui était en fait d'associer à un NFT un élément physique, c'est-à-dire une bouteille physique. C'est-à-dire pas, effectivement, il y a 2 ans, les NFT étaient 100% digitaux. Donc des gens s'amusaient à répliquer des petites étiquettes, fausses, vraies, pseudo-dessinées par des artistes. Et c'est ce qui se vendait sous forme de collection. Mais ça, globalement, c'est quelque chose d'ailleurs qui a un peu vécu sa belle vie depuis. Donc ce qui nous intéressait, nous, c'était en fait de créer ce double digital, ce passeport numérique, centré sur les grands crus classés, parce que effectivement, les grands crus classés, ça a la spécificité parfois d'être consommé entre minimum 5 ans, parfois 10, 15 ans. Donc, qu'est-ce que je fais de ces vins pendant 15 ans? Où est-ce que je les garde? Où est-ce que je les stocke? Si j'ai envie de les revendre, où est-ce que je les revends? 40% en Asie des grands crus classés sont fake. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des substitutions, etc. Donc, on a peu ou pas de preuves aujourd'hui d'authenticité. Donc il y a effectivement pas mal de données qui nous ont amenés vers la création en fait de ces passeports numériques, de ce double numérique qui permettait effectivement de faire du commerce fluide et de faire du commerce digital tout au long en fait de la durée de vie de la bouteille, depuis en fait sa pré-production, puisque je vais vous expliquer après qu'on a fait une campagne primeur, jusqu'à sa dégustation finale. Voilà, c'était ça l'idée. Sachant là aussi que pour ceux qui connaissent les métiers du négoce, une bouteille, en fait, elle change entre 5-6 fois de main. Souvent, ça passe par des plateformes internationales spécialistes. Donc, ça part de Bordeaux, ça va à Londres, ça peut repartir en Suisse, pour repartir en Asie. Et à chaque fois qu'il y a une transaction physique dans le monde physique, la bouteille se déplace, on ne sait pas comment elle voyage, on ne sait pas comment elle est conservée. Et puis, il y a énormément de papiers, il y a énormément de douanes, il y a énormément de paperasse liée à ça. Donc, on s'est dit, dans cette utopie de ce monde merveilleux, finalement, le passeport numérique, ça va permettre de fluidifier ce commerce. Donc voilà, entre guillemets, où on est parti en termes de théorie, on va dire. Voilà. Donc on a fait 3 opérations. La première fois à Wine Paris, on a fait des NFT sur des collections particulières, spécifiques, à durée limitée. La deuxième fois, on a fait l'année dernière la première campagne primeur sous forme de NFT. Donc effectivement, on s'est dit, les primeurs, c'est le sujet parfait pour les NFT, parce que les primeurs, c'est déjà du papier en fait. Quand j'achète des primeurs, j'achète du vent, en quelque sorte, pardon. Mais effectivement, j'achète quelque chose qui est virtuel pendant la durée où le vin n'est pas encore produit. Donc on s'est dit, ça c'est formidable, parce que ce titre de propriété, il va me permettre d'avoir cette possession numérique dans mon wallet finalement. Et puis ensuite, ce titre de possession numérique, il va me permettre de suivre effectivement toute la vie du vin. Bon, on a fait la première foire au vin l'année dernière en septembre avec effectivement la nouvelle cave où on a rematérialisé les NFT. Et donc ça a très bien marché. Et on a fait une opération pour Noël avec des NFT cadeaux. Avec une partie effectivement tirage au sort, etc. Très proche effectivement de l'univers numérique, digital, et là aussi qui s'adressait au B2C. Donc voilà, 4 expériences différentes, mais autour de la même vision d'association d'un NFT avec un objet physique ou un produit physique. Merci Jacques. Laurent, là on prend la casquette de vigneron. Château Edmus, comment ça s'est passé? Parce que finalement tu t'es dit je vais lancer ça, puis ça a été... l'engouement. Ça s'est passé il y a 1 an, en fait, quasiment jour pour jour ici. Donc à Wine Paris, donc j'ai la chance de côtoyer toutes les merveilleuses startups qui sont ici, qui ont des idées des fois un peu folles. Et lors d'une discussion avec 2-3 d'entre elles, l'idée de faire un test, un essai sur une collection, une série limitée de bouteilles du Château Edmus pour faire un test. Donc Château Edmus, c'est une toute petite propriété dont je suis un des co-actionnaires qui mesure 1,6 hectare
à Saint-Émilion. C'est une pépite, c'est merveilleux, c'est géré en biodynamie depuis plus de 20 ans, ça fait que 5 ans que c'est certifié. C'est Stéphane de Renoncourt qui fait notre vin, c'est son plus petit domaine. Et voilà, c'est un domaine qui a de très très bonnes notes dans les guides, des 15, 16, 17, des 92, 14, 15. Voilà, on côtoie les grands crus classés sans être classé, mais le vin n'est pas connu. Et donc il fallait se faire connaître. Et comment on peut sortir du lot dans cette foultitude de domaines qui sont tous excellents, hein. Il y a énormément de grands vins. L'idée de faire une série limitée, une collection. Et donc on a une cuvée qui est bien spécifique, qu'on en appelle Phi, la lettre. Et c'est une cuvée 100% Cabernet Franc, élevée dans un œuf de Beaune, donc en biodynamie, et sans sulfite. C'est un ovni à Saint-Émilion, personne ne fait ce genre de vin. Parce que c'est un vin, c'est très risqué de faire ce genre de vin. Il y a zéro sulfite, c'est pas élevé en bois. Voilà, donc personne ne fait ce genre de truc. Nous, on fait ça. Et on fait 300, 600 bouteilles par an. Et on s'y tient, c'est le vin le plus adapté pour faire ça. Donc on a fait 10 magnums. Et à partir de là, on s'est dit, mais comment on va sortir de l'eau, comment on va créer des NFT. Et un de nos clients est un tatoueur, un artiste, un très très grand tatoueur, il s'appelle Dimitri HK. Alors si vous allez sur château_Edmus sur Instagram, vous verrez ce qu'on a fait il y a donc maintenant bientôt 1 an. Et donc Dimitri HK qui avait déjà produit des séries de NFT, donc c'est un véritable artiste, il avait dessiné des séries de NFT qu'il avait vendues. Et donc je lui ai demandé, est-ce que ça t'intéresserait, est-ce que ça t'amuserait de faire des étiquettes de vin? Et banco, il nous dit, mais absolument, j'ai jamais fait ça. Comme tout bon artiste, il a bien sorti du cadre qui est l'épiderme pour lui, pour faire un peu d'autre chose. Et donc, il nous a proposé une série des étiquettes fabuleuses, inspirées d'Art Nouveau, d'Alphonse Mucha. Et comme il dessine sur un iPad, le jumeau numérique existait déjà. Et donc, on a imprimé ces étiquettes, on les a collées sur des bouteilles de vin. Et on avait donc le fichier numérique que l'on a transformé en NFT et qu'on a décidé de vendre. Donc, on a vendu les NFT qui donnaient droit à la bouteille. On a la démarche inverse, on n'a pas vendu une bouteille qui donnait droit à un NFT. Voilà. Et comment on l'a fait? C'était aussi avec une des startups de la WineTech qui sont juste là, qui s'appelle Ideal Wine, qui est le leader européen des ventes de vin aux enchères, dont on a des représentants qui sont là, qui est une société qui existe depuis 20 ans, mais qui continue beaucoup à innover et qui avait une technologie de NFT privée, donc pas d'NFT public. Je passerai les détails, mais voilà. Ils avaient leur technologie de NFT et surtout, ils avaient un public. Plus de 50% de leurs ventes sont à l'étranger, un public de gens qui avaient l'habitude d'acheter en ligne, donc qui avaient certains accès au numérique et pour qui ce genre de concept n'était pas forcément trop éloigné de leur compréhension. Et donc on a proposé aux enchères nos 10 magnums. Et là, les équipes d'Idalwine me disent il faut les vendre à 1 euro, il faut les mettre à 1 euro. Vu le travail qu'on avait fait, le prix ça représentait, je dis peut-être pas, mais si non, fais-nous confiance, tu le mets à 1 euro et tu ne mets pas de prix de limite. C'est-à-dire, si quelqu'un l'achetait à 2 euros, il avait beaucoup de chance et nous pas beaucoup, on va dire. Et on leur a fait confiance, c'est leur savoir-faire. Donc on a mis les 10 magnums en vente. Et le premier jour, le magnum numéro 1 dépassait les 1 000 euros. Au bout de 9 jours, donc à la fin des ventes, le premier magnum, le numéro 1, s'est vendu plus de 5 300 euros. C'était juste stratosphérique, inespéré, un peu incompréhensible. Et ça a fait de Château Edmus le 8e Bordeaux le plus cher en 2022, devant un magnum de Lafite Rothschild 2000. Donc on était contents. On voulait faire parler de nous, ça a fait parler de nous. C'était une expérience totalement nouvelle. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le vin, c'est quand même la base. Donc, vous ne pouvez pas proposer n'importe quel vin, n'importe comment. Donc, on avait, nous, cette micro-cuvée bien spécifique d'un vin 100% naturel, un ovni à Saint-Émilion. Voilà, quelque chose de délicieux. Ensuite, il fallait avoir une plus-value ajoutée au niveau de la composante artistique. Ce n'était pas notre étiquette standard. C'était des étiquettes absolument fabuleuses, designées par quelqu'un de réputé. Et puis après, il fallait aller toucher ce public. On ne vendait pas ça dans un magasin chez Nicolas. Il fallait toucher le public et il fallait avoir des gens qui savent vendre de façon électronique sur Internet et toucher ce public-là. Donc voilà les 3 choses qu'on a appris et voilà ce qu'il y a avec la chance et le bon timing qui a contribué au succès de Château Edmus. Merci, on va voir Pierre-Nicolas. En fait, là, on a l'impression, à un moment, que les acheteurs de NFT ne voulaient pas forcément détenir physiquement la bouteille. Là, on a l'impression que ça a pas mal évolué. C'est quoi ton regard là-dessus, sur l'année passée ou les 2 années, par rapport à ces différents cas d'usage? Moi, je pense que c'est très difficile de savoir ce que vraiment veulent les gens, étant donné les Ouais. tout petits échantillons statistiques d'expérimentation dont on parle ici.
je pense que on voit qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'envie de tester avec cette technologie. Et je trouve que c'est peut-être intéressant de se dire, mais finalement, quel problème on essaie de régler? Quand on est un consommateur de vin, de quoi on a envie? Quelles sont les limites? Comment est-ce que je sais à quel moment je dois boire cette bouteille? Avec quoi je dois la boire? Quand j'ai ne serait-ce que quelques bouteilles en cave, est-ce que je dois aller toutes les scanner pour savoir exactement comment je pourrais compléter ma collection? Ou bien pour avoir du contenu et recevoir de manière dynamique du contenu qui le concerne. Donc il y a énormément de choses en fait dans l'aspect très physique en fait de la collection et de la consommation de vin qui sont aujourd'hui limitées. Et du côté du vigneron, il y a une distribution très intermédiaire qui empêche le contact direct avec l'utilisateur final de manière native parce qu'il y a plein de couches entre l'utilisateur final et le vigneron. Cette technologie, c'est ces problèmes-là qu'elle va résoudre. Quand demain, je peux scanner ma bouteille et plutôt que d'arriver sur un contenu statique, récupérer une trace de cette bouteille sur mon téléphone, je ne le stocke pas dans la base de données de quelqu'un ou dans un service. J'en prends possession dans mon téléphone, un peu comme je le mets dans ma cave. Dans le monde physique, c'est tout à fait normal. On a perdu l'habitude, dans le monde digital, des choses simples du monde physique, comme posséder les choses qu'on achète, avoir le contrôle sur ce qu'on fait. En fait, cette technologie, elle va ramener ça dans le monde digital. Et donc demain, je scanne ma bouteille, je la récupère dans ma cave virtuelle, je la stocke finalement sur mon téléphone. Et puis, je peux recevoir de l'information du vigneron. Je peux savoir que ce vintage, il faut le boire maintenant. Ou que si j'ai celui-ci, je mérite d'avoir celui-là. Le jour où je vais au domaine, je peux émettre une preuve de ce qu'il y a dans ma cave. Et peut-être avoir une expérience personnalisée. On connaît l'importance, beaucoup pour les grands domaines, du réceptif et du brand home aujourd'hui. Donc voilà à quoi vont servir ces technologies-là pour le plus grand nombre. Après, évidemment, sur la spéculation, sur les trucs très rares, très chers, ça va faciliter un certain nombre de choses, ça va rendre de la liquidité. Mais j'aimerais qu'on se dise que tout ça, ça va servir à tous. Ça va servir à tous les consommateurs qui aiment le vin pour mieux déguster, mieux collectionner, mieux comprendre, mieux en parler et surtout aux vignerons pour finalement se réapproprier cette relation qui est intermédiée par la distribution et ensuite intermédiée par les réseaux sociaux. Si je te dis viens me suivre sur Instagram, demain pour te parler il faut que je paye parce que les posts ne sont pas gratuits. Donc je pense que cette notion-là, et je suis d'accord sur cette idée d'attacher au produit physique cette contrepartie digitale, c'est ça qui va permettre de faire énormément de choses. Et quand on regarde les notions ensuite de membership, comme ce qu'on a fait avec Pape Clément, qui pour moi sont très différentes, j'en reviens à ce que disait Laurent tout à l'heure, un NFT c'est une preuve. C'est une preuve que j'ai quelque chose dans ma cave. Peut-être que cette preuve, elle me suffit à moi, je l'utilise pour mon expérience. Mais si le NFT, c'est une preuve que je suis membre, donc là, dans ce cas-là, ce membership, il aurait pu prendre la forme d'une carte plastique. Le NFT, il remplace la carte. Alors, on peut se dire c'est mieux que du plastique, déjà, ça c'est possible. Et c'est plus facile de faire une preuve grâce au fonctionnement, et on pourrait vous montrer sur des applis comment ça marche. On peut générer la preuve que je suis membre auprès du domaine pour obtenir mes avantages, mais aussi auprès de tiers. Donc peut-être que demain, quand je vais venir à Wine Paris, je peux montrer mon membership de tel et tel vignoble et avoir une expérience avancée. Tout ça sans, et c'est là que c'est très intéressant, avoir à créer de grandes bases de données que des entreprises de taille moyenne auraient du mal à maintenir, à sécuriser, à rendre conformes. Et donc en mettant la donnée dans les mains de l'utilisateur, on ouvre tous ces cas d'usage sans avoir à, je dirais, subir le poids finalement de l'infrastructure. Merci. Justement, on va revenir sur... Camilo, si c'était à refaire, si vous allez le refaire, mais en quelques mots, là, qu'est-ce que vous avez retiré? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut développer? Oui, pour nous, c'était vraiment la première fois qu'on se lançait sur ce type de sujet. Et on a vu qu'on a eu un double intérêt de deux types de cibles différentes. Donc on a eu d'une part notre cible un peu traditionnelle qui était déjà amateur du Château Pape Clément, mais qui n'avait pas forcément un pied dans le Web3, la tech, etc.,
une part de cette cible qui s'est intéressée, qui a été très intéressée par le sujet, dans le sens où il y avait ces avantages exclusifs, ce membership, cette fidélisation à la marque. Donc une partie de cette cible-là s'est très intéressée à le projet. D'autres a été un peu plus sceptiques parce que ne connaissant pas le Web3, parce que pas à l'aise avec ces technologies. Et d'autre part, on a réussi à toucher une nouvelle cible qu'on ne touchait pas forcément auparavant, une cible un peu plus jeune, qui a déjà un pied dans le Web3, dans les NFT, qui est déjà très tech et qui était très intéressé du coup par ce projet innovant et par le fait d'avoir un premier NFT dans le monde des grands vins. Parce que c'est une cible qui s'intéresse au grand vin, au grand cru classé, mais qui ne va pas forcément aller chez un caviste ou aller le déguster dans un restaurant étoilé, mais qui par là, on arrive à toucher cette nouvelle cible, nouvelle génération qui va être intéressée par ce type de... qui va être intéressée par avoir un grand vin, en tout cas un lien avec ce grand vin. Et de la même façon, on a vu deux réactions. Certains qui allaient vouloir recevoir très vite la bouteille associée à ce NFT, vouloir avoir cette preuve chez lui, et d'autres qui, pour eux, c'était le membership qui était clé et préféraient la laisser stocker chez nous pour la récupérer plus tard. Voilà, on a eu ces deux types d'approches et des ventes qui ont été faites soit 100% en ligne, Oui. ou soit des gens qui ont voulu faire des ventes directement, enfin qui ont voulu acheter directement le NFT en venant en château, en se rendant en château. Donc carrément des ventes physiques NFT. Je voudrais juste rajouter, si vraiment vous avez... Alors, ce qu'il y a de vraiment très spécifique à propos de ce cas d'usage, c'est que vraiment, Pape Clément a choisi de faire du end-to-end. C'est-à-dire que toute l'expérience est Web3. Quand vous achetez le NFT, vous récupérez un wallet qui est vraiment à vous, dans lequel vous possédez votre actif. C'est dans aucune base de données, c'est ce qu'on appelle le true ownership. Vous êtes vraiment possesseur de votre carte de membre. Quand vous allez sur le site de Pape Clément NFT, vous ne pouvez pas ouvrir un compte login password. Vous devez connecter ce wallet qui est comme votre compte personnel. Et si le NFT est encore dedans, vous avez accès aux avantages. Et donc, vous découvrez cette expérience qui est très Web3, en fait, de s'enregistrer, de se loguer avec un wallet. Et ensuite, quand vous avancez dans les expériences, par exemple, avant de recevoir le coffret et la bouteille exclusive, en attendant qu'elle soit prête, on vous envoie son double digital à l'avance pour vous faire patienter, vous raconter l'histoire, et vous le rendrez le jour où on vous donnera la vraie bouteille. Et donc, en fait, je ne veux pas pousser évidemment à la consommation, mais si vous voulez vraiment tester une expérience Web3 20 membership de A à Z, là, vous avez la possibilité de faire cette expérience complète et de découvrir, en plus des avantages hyper cool, quand on aime ce château et qu'on a envie de découvrir plus sur le Bordeaux. Mais vraiment, vous allez prendre un cours pratique de qu'est-ce que c'est que d'avoir un wallet, un NFT dedans, de connecter son wallet sur un site pour avoir droit à des avantages. Merci. Je sais quand on a préparé la table ronde, c'est un peu un détail, mais vous aviez proposé aux acheteurs de payer en euros uniquement. Et finalement, vous avez pas mal qui vous ont demandé de pouvoir payer en crypto. Donc c'est vrai que c'est... Oui, effectivement, ça c'est à refaire. On ouvrirait peut-être le paiement en fiat, donc en carte bleue, mais aussi en crypto. Parce que nous, l'objectif premier lorsqu'on a lancé ce club, ça a été vraiment de laisser la possibilité à notre clientèle fidèle d'avoir un premier pas dans le Web3 en paiement par carte. C'est-à-dire de vraiment faciliter l'accès à ce monde pour que ça soit très simple, très transparent pour eux. Donc on a privilégié le 100% carte bleue. Mais effectivement, en lançant le projet, on a vu beaucoup d'intérêt, d'ailleurs à l'international, de pouvoir, des demandes pour pouvoir payer directement en crypto. Donc effectivement, c'est un bon enseignement de se dire qu'en le lançant, laisser la possibilité de deux paiements. On devrait le brancher pour une deuxième vague, non? Voilà. Jacques, c'est pareil, si c'était à refaire, les barrières à l'entrée aussi que tu as pu rencontrer. Oui, alors l'époque, si et les c'était à conseils. refaire, ce que vous voyez, je pense, c'est que en fait, il y aura quasiment pas de limite à la créativité du contenu associé au NFT. En fait, vous voyez autant d'exemples différents qu'il y a d'initiatives, et donc ça, c'est le caractère positif de la chose. Ensuite, ce dont je peux témoigner, c'est en fait d'une certaine difficulté de rencontrer son public. Donc la question, en fait, elle est là. C'est une fois que vous avez créé votre contenu,
une fois que vous avez créé votre support technologique, que vous avez choisi votre blockchain, la question c'est comment je rencontre mon public cible. Et finalement, où est-ce que je le rencontre? Puisque, effectivement, soit je suis un château qui a déjà une clientèle attitrée, et effectivement qui va essayer de convertir sa clientèle attitrée vers une expérience Web3, NFT, ou si je vais vraiment chercher des consommateurs et des utilisateurs en fait, de Web3, la question c'est où je les trouve et est-ce que je les trouve. Donc c'est vrai que nous on n'a pas vocation, c'est pas notre métier d'avoir créé un business, c'est-à-dire d'avoir créé une société, on va dire de distribution de ces vins sous forme digitale. Donc on s'en est remis en fait à des spécialistes. Alors je crois que voilà, Ideal Wine, vous faites partie de ces distributeurs, mais vous avez besoin de ces distributeurs, entre guillemets, de ces intermédiaires, en fait, pour véhiculer votre communication et commercialiser vos NFT. Et c'est vrai que pour l'instant, le marché n'est pas encore tout à fait là. Voilà, ça c'est mon témoignage. C'est-à-dire que paradoxalement, là où on a le plus de succès, c'est quand on s'est associé avec la Nouvelle Cave. Donc c'est 3 caves parisiennes. Donc ils sont dans le commerce hard, brick and mortar comme on disait, voilà, qui ont 3 vraies boutiques. Et quand les vendeurs ont pu accueillir leurs clients, quand on a matérialisé les NFT, que les gens ont pu repartir avec on avait matérialisé ça sous forme d'un petit carton et enfin d'un petit objet de bois gravé, très joli, etc. Et donc tout d'un coup, les choses deviennent un peu plus concrètes pour les gens. Et finalement, c'est là où on a fait un carton, où on a vendu voilà, nos 50 NFT en quasiment une soirée. Parce qu'effectivement, on peut expliquer, on peut raconter cette expérience qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait évidente en fait, pour la majorité des gens. Ça, c'est mon expérience du moment. Voilà. Donc, comme tu dis, tout est là, mais il faut être patient. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention entre ces cas d'usage. Est-ce que je veux essayer de vendre quelque chose de supplémentaire? Et si je veux vendre quelque chose de supplémentaire, je dois mettre le même soin dans le marketing de mon produit, dans la création de mon produit, que si c'était une cuvée. Je dois y mettre la même énergie, prendre les mêmes spécialistes. Parce que si juste on pense qu'on va se dire qu'il y a un nouveau support et qu'on peut juste avoir une petite idée rapidement et gagner de l'argent facilement, comme dans les autres trucs de la vie, ça ne marche pas. Donc ça, je le mettrai bien de côté. Ensuite, si on se dit, je veux utiliser cette technologie pour transformer mon engagement client et avoir une nouvelle corde à mon arc de marketeur relationnel, avoir une nouvelle corde à mon arc de relations clients, là, on a beaucoup moins de challenge parce que l'exemple de la Nouvelle Cave, il est excellent parce que finalement, quand je vais voir des gens qui sont là, qui sont prêts à acheter et qu'on leur met cette technologie entre les mains, on le fait assez facilement. Si certains d'entre vous veulent essayer, il nous reste quelques limonadier avec un NFT dessus et on pourra vous montrer comment on onboard en 4 minutes, création de wallet et récupération du NFT dessus. Donc dans ce cas où 99% des gens n'ont pas de wallet et c'est à travers l'expérience de marque qu'ils vont avoir leur premier, là le public, il y en a autant que de gens à qui on arrivera à bien expliquer. En revanche, si on veut vendre quelque chose, là il faut bien bosser, quoi. On ne sort pas une cuvée comme ça en claquant des doigts, on ne vend pas un NFT en claquant des doigts non plus. Claire. Merci. Laurent, justement on parle de cuvée. Prochaine cuvée, prochain projet. Parce que tu nous as dit ce que tu en avais retiré, en tout cas déjà tout à l'heure. C'est top secret. Mais je sais qu'il y a d'autres projets autour de ça. Et comment tu vois l'avenir? C'est quelque chose, quand on y a goûté, c'est presque addictif. Et Château Edmus, on produit que 6000 bouteilles par an, c'est tout petit, c'est très bon, mais on n'a plus assez de vin pour tous nos clients. Donc là, on va passer en mode d'allocation. Et on va donc proposer à nos clients qui nous ont déjà acheté du vin de devenir des allocataires, donc de rentrer dans un club d'allocataires. On veut pouvoir aller plus loin dans la relation avec eux, pouvoir les recevoir demain dans des bonnes conditions, pouvoir s'assurer qu'ils reçoivent ou qu'on peut stocker des bouteilles pour eux avant de leur envoyer. Voilà, donc on est en train de finaliser, et je ne pourrais pas vous en dire plus aujourd'hui, mais rendez-vous le 18 septembre 2023. Où le club des allocataires du Château Edmus sera rendu public. Ton marketing. Voilà, un teaser pour aujourd'hui. Ça, c'est du teasing. 18 septembre 2023. Voilà, on a encore beaucoup de travail aussi à faire d'ici là, mais on prépare des choses intéressantes. On n'est pas trop mal. J'ai des trucs. Jacques, je crois que tu voulais réagir à propos de Pierre-Nicolas là. Pour vous dire aussi que tout est nouveau quand même.
faut vous dire que rien ne fonctionne comme dans le monde qu'on connaît. Donc le support technologique est différent. Si vous avez construit votre communauté finalement sur Facebook ou sur Instagram, bah, vous pouvez repartir à zéro parce que c'est pas les mêmes réseaux sociaux. C'est vraiment, enfin, les moyens de paiement sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes acteurs. Donc il faut être préparé à construire un marketing spécifique quand même pour le Web3. Faut quand même se le dire. Alors, c'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, quand on va le faire, on va se rendre compte qu'il y a un peu plus de friction, qu'il y a des nouveaux outils, qu'il faut cliquer 2 fois quand on cliquait 1 fois avant, qu'il faut créer un nouveau compte ou télécharger une nouvelle appli. Et à ce moment-là, au moment où on se dit c'est quand même fatigant cette affaire, il faut pas oublier le pourquoi. En fait, tout ça, au fur et à mesure, ça va nous remettre chacun d'entre nous, nos données personnelles et notre expérience digitale entre nos mains. Ça va libérer les marques du poids des acteurs centralisés qui leur donnent des coûts trop élevés pour parler à leurs propres clients. Et nous, demain, peut-être qu'on pourra utiliser des outils sans que ce soit nous le produit et sans avoir cette impression que les choses sont gratuites, mais qu'on est en permanence monétisé. Ce qui pose par ailleurs des problèmes qui vont bien au-delà de l'économie et du business, qui posent jusqu'à des problèmes démocratiques. Donc, quand vous ressentirez ces moments de friction, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, pour régler un email, il fallait rentrer des champs bizarres, SMTP, un numéro de port, que pour aller sur Internet, il fallait demander à quelqu'un s'il avait un ordinateur, et que tout ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, et que là, on a un petit peu de friction, mais pour reprendre le contrôle, en fait, sur nos données, sur notre vie numérique, et que tout ça, ça va ouvrir la voie à énormément de bénéfices économiques, moins de coûts, plus de marge et plus de liberté pour les utilisateurs finaux. Donc, n'oubliez pas ces éléments-là quand il faut cliquer une 3e fois et que vous trouvez que c'est un peu bizarre. Merci Pierre-Nicolas. Dernière question, Laurent, plutôt par rapport à la WineTech et tout ce qu'on essaye de mettre en place. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, nous, WineTech, pour démocratiser et comment on embarque comment l'idée, on va embarquer aussi les vignerons, parce qu'on oublie parfois de... Alors, on en a parlé, mais les barrières techniques, elles sont là. Hein. Ce n'est pas encore un monde trivial où il suffit en 2 clics. Voilà. Il y a encore des choses à lever. Je pense que les parcours clients ont encore besoin d'être simplifiés. Il y a encore beaucoup d'éducation à faire, et à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau du consommateur, pour qu'il comprenne pourquoi il le fait et qu'est-ce que ça va lui apporter. Et puis après, c'est aussi au niveau du monde du vin. Ce qu'on est en train de faire là, quand on vient au beau milieu du plus grand salon mondial du vin, qu'on parle NFT, d'abord on nous prend pour des fous, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel acronyme de Techies? Et quand on explique tout ce qu'on peut faire avec, là on a de l'intérêt. Voilà, moi je regarde les dernières annonces qui ont été faites de quelques startups de la WineTech qui annoncent des vignobles absolument prestigieux qui vont lancer des projets de NFT. Donc stay tuned, comme on dit, regardez ce qui va se passer. Je pense que si on fait le point dans 1 an, en se retrouvant, en se donnant rendez-vous ici, ce serait peut-être bien. Et je pense que beaucoup de choses auront bougé, alors en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles crises de crypto-monnaie ou de choses comme ça, mais ça peut arriver. Donc voilà, je pense il y a encore beaucoup d'éducation. Il faut transmettre ce savoir, expliquer, simplifier. Et puis on est persuadé du chemin à suivre et de ce qui va se passer, et que c'est une révolution dans le monde du vin. Le digital a impacté tous les secteurs de l'économie, absolument tous. Le vin n'a pas encore été impacté par le digital. Ce sera peut-être la technologie ou les technologies Web3 qui vont changer le monde du vin. En tout cas, c'est le pari qu'on fait à la WineTech et certains d'entre nous. C'est une chance, parce que comme ça, on peut sauter directement sur la nouvelle version sans avoir à s'embêter à changer la précédente. Donc il faut saisir cette opportunité. Merci beaucoup. Et je vois qu'il y a des questions, donc on va prendre les questions si ça vous va. Oui, merci. Je trouve très prometteur tous l'écosystème NFT. Mais ici, on parle d'un monde idéal où il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas des dégâts, il n'y a pas de défauts. Et les vignerons, ils ne vendent pas des lingots d'or. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vous mets à partir du cas de Laurent, de ces 10 Magnum très prissés. Je vous mets un petit exemple ou une question hypothétique. Qu'est-ce qui se passe-t-il si y aurait-il, parmi les 10, 3 qui soient bouchonnés? Et alors, par la suite,
il y a un vendeur qui garde 20 ans la bouteille, alors les 9 autres s'épuisent. Alors un 12e vendeur qui, finalement, il la récupère immédiatement, mais c'est bouchonné. Y a-t-il un contrat intelligent pour dire qui est responsable? La perte, ça passe où? C'est pas de la magie, hein. Ah oui. C'est juste de la technologie, c'est pas de la magie. Le truc, c'est pas une baguette magique qui résout l'ensemble des problèmes qui se posent. Je pense que c'est souvent le problème, et on a peut-être une responsabilité quand on est à force d'expliquer que ça va être formidable, etc. On finit par se dire, ce truc va nous régler tous les problèmes. Non, ça va pas nous régler tous les problèmes. Laurent, il n'a pas du tout essayé de prouver que son vin était dans tel ou tel état de consommation. Il a vendu un produit exceptionnel et rare, et il a opéré cette vente à travers l'objet digital. Enfin, c'est pas la même chose. Moi, j'ai une réponse concrète, c'est que tous nos NFT étaient assortis d'une assurance. Très simplement, en fait. Parce que la bouteille, quand elle est réclamée, elle peut être cassée. Enfin, comme dans la vraie vie, en fait. Donc, on avait souscrit une police d'assurance pour, alors peut-être pas les vins bouchonnés, mais en tous les cas pour des problèmes de casse ou des problèmes de non-arrivage de la caisse, en fait, à son destinataire final quand elle était réclamée. Et c'est aussi pour ça que quand j'achète un primeur, le cas d'usage du primeur, où j'achète le droit d'avoir ce vin-là, en fait, la vraie proposition de valeur, c'est que le primeur, il ne bouge pas, qu'il soit stocké à la bonne température. Et donc, je peux m'amuser avec l'actif digital parce que j'ai la garantie qu'il n'a pas passé 4 heures sous 40 degrés sur le port de Shanghai. Donc là, on voit bien que dans ce cas d'usage-là, en fait, le cœur de la valeur, c'est le stockage, en fait. Ce n'est pas le NFT. Le NFT, il facilite. Donc, en fait, en fonction des cas d'usage, ça va être plus ou moins utile, mais ça ne va jamais tout régler. Merci. Vous Pour avez une compléter question ce qui vient d'être dit, dans le cadre donc, de ces 10 magnums que l'on a vendus, le partenaire avec lequel on a réalisé cette opération s'appelle Ideal Wine. Ils ont une technologie bien particulière, c'est-à-dire qu'ils utilisent une technologie qu'ils ont développée à travers des petites bandelettes que l'on a pris dans la cire qui prend le bouchon. Et ces bandelettes ont une puce RFID, vous savez, du sans contact. Et chaque puce est encryptée d'une certaine façon et elle est unique, elle est incopiable. Donc déjà, il y a un moyen d'identifier chaque bouteille avec l'application qui est faite par Ideal Wine. Donc on sait que c'est telle bouteille et qu'elle n'a pas été copiée, qu'elle est absolument unique. Cette bouteille, quand on l'a achetée sur Ideal Wine, elle est assortie d'un contrat de stockage de 5 ans. Ideal Wine ont une cave absolument extraordinaire qui est cachée quelque part en Champagne, dans une montagne. Et le vin y est stocké à bonne température, à la bonne hygrométrie. Il est sécurisé, il y a une assurance. S'il y a un tremblement de terre ou si quelqu'un essaie, voilà. On vous garantit que cette bouteille, elle est pendant 5 ans à cet endroit-là. Donc vous pouvez demander à la recevoir n'importe quand. Si vous voulez la boire, vous pouvez la demander à la recevoir. Mais à ce moment-là, votre NFT change de nature. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour vous certifier que la bouteille, elle est toujours au bon endroit, stockée de la bonne façon, à la bonne température et à la bonne hygrométrie. Donc le NFT existe toujours, mais il a changé de nature. C'est-à-dire que la bouteille a été déclarée sortie de l'entrepôt. Si après, le consommateur a une mauvaise expérience et le vin est bouchonné, ça arrive. Quand on fait des vins nature sans sulfite comme nous, c'est le genre de choses auxquelles on s'expose. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup apprécié la proposition de valeur d'Ideal Wine, qui était d'être à 12 degrés dans le noir, sans vibration et bien conservé. Donc là, on a confiance que notre vin, il ne devrait pas bouger, il devrait gentiment évoluer. Après, voilà, enfin, qu'est-ce qui se passe si le client n'est pas content, qu'il nous ramène la bouteille? On lui en donnera une autre, mais elle n'aura pas le NFT. On ne peut pas. Alors moi, j'avais une question au sujet du programme de fidélité. Je ne suis pas très sensible au NFT. Enfin, je pense que je ne comprends pas vraiment, parce que pour moi, c'est un programme de fidélité classique. Et après, ma deuxième question, c'est que ces personnes qui ont ce membership, ils peuvent après le vendre à d'autres personnes sans que vous, la maison, vous sachiez où part vos clients fidèles. Enfin, je veux dire, si vous avez 10 personnes à qui vous avez donné votre membership, vous les connaissez à l'origine, mais après, en fait, ils peuvent changer et finalement, vous n'avez plus ce lien, vous ne les connaissez plus personnellement. Alors oui, du coup, ouais, l'intérêt de ce type de programme, c'était effectivement de toucher le consommateur final qu'aujourd'hui on ne touchait pas forcément, parce qu'on passait pas mal de distributeurs sur ce canal de distribution, enfin via cette application et ce wallet Ariani.
Et effectivement, on a la possibilité sur ce cas d'usage de revendre le NFT, mais sachant que c'est pas du tout nous, on pousse pas du tout le consommateur à la faire, ou en tout cas c'est pas et même le consommateur n'a pas forcément envie de le faire parce que son membership est associé à tous ses avantages. À partir du moment où il le vend, il les aura plus. Et du coup, c'est pas un cas qu'on voit. Aujourd'hui, les membres qui ont ce NFT le gardent et n'ont pas forcément vocation à le revendre actuellement. Ouais, juste pour ajouter là-dessus, là, dans ce cas-là, c'est un membership qui est vendu à qui veut. C'est-à-dire que ce n'est pas une notion de je remercie ou je reward quelqu'un qui a passé des étapes dans la relation. Donc, dans ce cas-là, j'achète un droit. Ce droit est cessible. Effectivement, on voit que les gens ont envie de le garder. Hein, ils sont contents de l'avoir. Ils pourraient le revendre, mais pour la maison, ça change rien parce que ce n'est pas des gens qui ont été qualifiés. Ils n'ont pas été choisis. Là où vous avez raison, c'est que quand on va choisir des gens, ben, ce problème de transférabilité, il va falloir qu'il soit traité. Et donc, il y a une nouvelle couche de technologie qui arrive cette année qui va permettre de limiter le transfert sur des NFT qu'on donne, par exemple pour un diplôme, ou si je suis Platinum chez Air France ou quelque part, il n'est pas question que je puisse transférer ça. Ou si j'ai fait une grande école, je ne peux pas transférer ma preuve. Donc, c'est une couche d'absence de transfert qui va être ajoutée. Ça s'appelle des Soulbound Tokens. SBT, vous en entendrez parler cette année. On n'arrêtera jamais les acronymes avec ce truc-là. Bonjour. Tout le monde parle de NFT quand il s'agit de bouteilles qui sortent de viticulteurs. Mais en fait, ma question, c'est si jamais on parle de collectionneurs, c'est-à-dire que les gens ont déjà les vieilles millésimes et tout ça, et il n'y a pas de code barre, il n'y a rien. C'est-à-dire que est-ce que ça vaut la peine de faire quelque chose avec ces bouteilles pour après garantir la provenance, tout ça? Et est-ce qu'il y a les possibilités, est-ce qu'il y a déjà l'expérience de créer un NFT pour les collectionneurs? Alors nous, on voit Merci. ça avec les montres. Donc, chez Ariani, on travaille beaucoup avec l'horlogerie. On travaille avec Panerai, Breitling, IWC. Donc, cette question se pose quotidiennement. Parce qu'à partir du moment où on lance le projet, bah, les utilisateurs qui étaient il y a un mois, ou il y a 2 mois, ou il y a 1 an, viennent demander bah, moi aussi, je veux mon NFT. Alors, dans le cas d'une montre, c'est pas très compliqué. On l'envoie chez l'horloger, on ouvre, on vérifie. Puis, si c'est bon, on donne. Dans le cas du vin, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Donc, c'est une vraie question qui va se poser. Je pense qu'il ne faut pas se dire on ne va pas faire de progrès parce qu'on ne peut pas régler le passé. Mais pour autant, il est possible que ce soit assez compliqué d'authentifier et de donner une preuve d'un passeport, d'un produit qui est aussi complexe qu'une bouteille avec son bouchon, son contenu, qui a pu être 40%, je trouve ça hallucinant, de faux en Chine. Donc chaque domaine aura peut-être quelque chose à proposer. Peut-être que des tiers aussi, comme Ideal Wine, pourront dire moi je suis capable d'authentifier, je connais les 3 vendeurs. Ils le font d'ailleurs déjà. Donc peut-être que des tiers, nous on le voit dans le marché des montres, hein, c'est les revendeurs qui vont obtenir le droit auprès des marques de dire là on met un NFT sur cette montre ancienne. Ou bien les maisons de trading. Donc ce sera probablement pareil chez Ideal Wine. Apparemment, je vois que oui. Alors ensuite, j'avais une petite question pour Laurent David. Avant, vous avez dit que vous alliez passer en fait l'ensemble de votre, toute une production qui était à l'époque vendue en allocation sous NFT. Je suis moi-même producteur. On vend on vend nos vins en avance sur réservation. Et je pense que vous avez raison et que c'est dans cette voie-là qu'on va aller dans l'avenir. Et pour toutes les raisons que vous avez citées avant. Par contre, aujourd'hui, le 2 tiers de ma clientèle, c'est des pros qui sont vraiment sur un circuit trad, qui ont peur. J'aimerais bien les emmener avec, j'aimerais pas les perdre. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous allez faire pour garder les pros avec vous ou ne pas les garder. Si, pour nous, c'est très important que notre vin soit bu. On ne fait pas un vin pour des collectionneurs, on fait un vin parce qu'on souhaite qu'il soit partagé. Et donc, on a 2 clientèles. La moitié de la clientèle, ce sont des particuliers. Et l'autre moitié, ce sont des cafés, hôtels, restaurants. Et les cafés, hôtels, restaurants, alors pour eux, c'est un monde, les NFT, alors on en est très très loin.
Et donc, on leur a expliqué ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Et la façon dont qu'on a trouvé pour les amener avec nous, c'est leur montrer qu'à travers ce QR code qu'on a sur la bouteille, quand on clique dessus aujourd'hui, vous arrivez sur une page et il y a par exemple un numéro qui s'affiche, qui est normalement le même numéro que sur la bouteille. Donc on peut vérifier que c'est une vraie bouteille, ce n'est pas une bouteille contrefaite. Et ça déjà pour le restaurateur, c'est pouvoir certifier à son client que la bouteille qu'il lui a vendue est une vraie bouteille qui provient du domaine. Et en même temps, ça nous permet de récupérer des informations comme quoi telle bouteille livrée à tel endroit a été vendue. Donc ça, il y a un intérêt pour nous. Deuxième chose, quand vous cliquez sur ce QR code, on a la possibilité d'avoir une petite vidéo de 2 minutes qui est faite par les équipes du château qui vous présente ce millésime. 2015, grand soleil, très belle floraison, on a vendangé à telle date, voilà ce qu'on a obtenu, voilà au niveau de la dégustation ce que l'on a. Et donc, quelque part, on donne une nouvelle dimension au vin. La personne qui se retrouve face à cette bouteille, alors des fois dans un restaurant où il y a du monde, mettre une vidéo pendant 2 minutes, ça fait un peu de bruit. Mais en tout cas, les restaurateurs, ça leur donne l'occasion de parler du vin différemment et de les embarquer avec nous en montrant qu'ils ont un produit qui est certifié et qu'eux-mêmes font partie de ce club des allocataires, parce que quand on donne que 3000 bouteilles au café, hôtel, restaurant, on n'en a pas assez. Et ça leur permet aussi de dire qu'eux font partie de ces allocataires et que chez eux, on trouve des vraies bouteilles du domaine. C'est comme ça que nous, on fait en tout cas. Après, sur les primeurs, je pense que ça va d'abord être du direct to consumer. C'est-à-dire, vous allez d'abord utiliser ça pour la frange que vous faites en direct. Et après, pour le B2B, c'est en effet leur donner des outils pour être eux plus efficaces quand ils revendent. Mais sur vraiment le cas d'usage de la vente en direct et des allocations, c'est quand même un truc de désintermédiation, quoi. Donc ça va poser une question sur l'équilibre de ce que vous donnez aux uns et aux autres. Oui, merci. Donc, je suis Lionel Coinca, je suis le fondateur un des 3 cofondateurs d'Ideal Wine. Alors, vous avez beaucoup parlé d'Ideal Wine, donc merci beaucoup de nous citer. Et c'était plutôt pour répondre à votre question, madame, parce qu'en fait, nous, ça fait en fait ce travail de réexpertise sur des biens d'occasion. En fait, on fait ça depuis 23 ans. 23 ans, et en fait, on a développé la technologie dont parlait tout à l'heure Laurent, David, sur celle qu'on a développée qui s'appelle Windex. En fait, on l'avait développée, nous, pour des besoins de réassurance vis-à-vis de nos clients, parce on fait beaucoup d'exports, on fait beaucoup d'étrangers. Donc, les gens ont besoin de savoir que les bouteilles ont été contrôlées, expertisées, vérifiées, authentifiées. Donc ça, on le faisait de façon mécanique, visuelle. Et on a développé cette technologie qu'on a apposée. Donc, c'est une pastille RFID qu'on appose sur le col des bouteilles à très forte valeur et qui relie la bouteille à un NFT. Et donc c'est comme ça qu'on en a parlé d'ailleurs l'année dernière à cette époque, là ici même, en fin de salon avec Laurent David, on s'est dit, on a lancé cette opération, donc avec le succès que l'on a su, mais donc ce travail-là, on peut tout à fait le faire, on peut le faire en seconde main, en bien d'occasion, et c'est ce qu'on fait depuis très longtemps. Et merci sur Jacques sur le sujet la technologie, c'est très bien, tout ça, c'est très bien, etc. Et derrière, il faut quand même des gens pour acheter, quoi. Il faut des gens pour acheter, il faut livrer. Il y a toute la problématique. Il faut un marché, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Il faut du temps. Vous avez beau avoir beaucoup d'argent, avoir des gens, je ne sais pas, parmi toutes les personnes qui sont là, celles qui sont convaincues, qui comprennent ne serait-ce que ce que c'est qu'un NFT, c'est quand même pas évident. Donc avant qu'on bascule au grand public, il va se passer un peu de temps quand même. Hein. Oui, moi, ma conviction profonde, c'est que le marché va décoller quand il y aura des plateformes d'intermédiation, en fait. C'est-à-dire, c'est comme faire du e-commerce. Tant que vous n'avez pas des Amazon de ce monde et des gens qui, à un moment donné, font de l'intermédiation et résolvent aussi un certain nombre de problèmes de livraison, etc., quelque part, le marché peut rester balbutiant. Donc c'est sûr que à un moment donné, ça se développera aussi grâce. Alors, on a des points de vue différents, mais on a le droit d'avoir des points de vue différents. On peut. Parce que de toute façon, demander au château qui livre dans 90 pays à des millions de gens, ils ne vont pas transformer leur business en 100% direct to consumers. Ou alors, ça serait une révolution on serait au courant si la révolution allait venir. Donc quelque part, les deux coexisteront, comme c'est le cas partout, c'est-à-dire que certainement il y aura du direct, on va dire, to consumers, et à côté de ça, de toute façon, tous les acteurs de la filière, en fait, eux, ils ont besoin de vivre aussi, donc les hôteliers, les négociants, enfin tous les gens qui participent à cette filière. Donc justement, le marché va se développer quand l'ensemble des acteurs vont partager
en fait les mêmes technologies. C'est ça l'idée. Oui, et je préfère cette version de la fin, parce que si on se dit que là, il y a une technologie pour désintermédier la relation et qu'elle va marcher quand elle sera bien réintermédiée, on est mal, à mon avis. Donc je pense que là, il va sûrement y avoir un découplage, c'est-à-dire la relation client, les maisons vont pouvoir se la réapproprier. Il sera possible pour un vigneron d'être en contact avec ses clients. Derrière, est-ce que c'est lui qui doit faire toute la logistique? Est-ce que c'est lui qui doit gérer la vente? Non, évidemment que non. Et je ne suis pas sûr que ça, ce soit de l'intermédiation. Je pense qu'il y aura de la facilitation sur le chemin du client, mais ce qui ne sera plus négociable pour le vigneron, c'est le contact direct avec son utilisateur final et l'engagement de sa communauté. Et ça, c'est ce que cette techno permet. Merci. Question, monsieur. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour Pierre-Nicolas. Tout à l'heure, vous parliez de utiliser les NFT comme une nouvelle arme marketing, une nouvelle branche pour notamment renforcer la relation avec le consommateur final. Je trouve que ce que Ariani fait très bien d'ailleurs, c'est que, étant donné qu'aujourd'hui la technologie a un corps assez abrupt pour le commun des mortels, le fait de la vulgariser en permettant un achat avec carte bancaire, avec un custodial wallet qui permet du coup de facilement pouvoir acheter un NFT, c'est très bien. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de limiter du coup le potentiel des NFT, puisque une des grandes promesses du Web3, c'est, je suis désolé, c'est un peu technique, mais en vrai c'est facile, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait que moi, en tant qu'utilisateur, je puisse prendre mon NFT d'une bouteille de vin et que, en tant qu'utilisateur, je peux me connecter sur n'importe quel autre site ou interface dans le Web3 et que je puisse du coup bénéficier et faire bénéficier mes choix en tant que consommateur. Est-ce que vous imaginez du coup faire évoluer la stratégie d'Ariani et demain épouser un peu plus la décentralisation, ou est-ce que vous êtes fidèle à votre stratégie actuelle et vous pensez que c'est en faisant grossir l'écosystème d'Ariani que vous allez réussir à tenir vos promesses? Alors, désolé, on va devoir être un peu technique 2 secondes, mais je vous invite à lire la documentation un petit peu mieux, parce que les wallets Ariani sont non-custodial, les gens ont leurs clés, ils sont compatibles avec Wallet Connect V1 et V2, donc vous pouvez vous connecter partout. Vous avez une adresse Ethereum, elle est 100% interopérable. Moi, j'aurais la question pour Ideal Wine. Comment on sort les NFT d'Ideal Wine? Moi, je sais pas. Je ne sais pas sur quelle chaîne ils sont ni rien. Mais je vous invite à regarder mieux parce qu'en fait, tout est nickel en termes de ownership et d'interopérabilité. C'est pas parce qu'on facilite qu'on rigole avec les principes clés. Vos actifs sont à vous, vos clés sont à vous et l'interopérabilité est totale. C'est clair. Moi, je voudrais faire une réponse. Dernière question. Ah, pardon. Je voudrais faire... Oui, vas-y. Non, j'ai dit juste. Alors, moi, j'ai un point de vue un peu différent. Je pense qu'on a besoin d'acteurs de confiance. C'est-à-dire, il y a 2 ans, quand on a lancé les premiers NFT, en fait, il y avait 10 vendeurs de NFT du Château Lafite. Le Château Lafite n'a jamais donné son accord pour commercialiser des NFT. Donc, quelque part, n'importe qui sur OpenSea pouvait créer un NFT joli, pas joli, artistique. Mais en fait, qui savait ce qui était derrière? Personne. Personne. Donc, la décentralisation, moi j'adore, mais finalement, faut faire gaffe à ce qu'elle ne nuise pas à la crédibilité du process. Donc, quelque part, on sera toujours dans ce débat philosophique de jusqu'où il faut ouvrir et laisser les choses se faire, et jusqu'où on a besoin d'acteurs de confiance qui, certes, ferment d'un point de vue, ferme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tous les cas, qui peuvent restreindre une partie de la technologie, de l'accès, etc., mais qui sont gages de confiance. Il n'y a pas besoin de restreindre, en fait, pour vérifier l'identité. Il y a de plus en plus de sources de vérification. Hein. Nous, d'ailleurs, on a un système de brand verification dans le protocole on-chain. Vous pouvez aller voir les identités de marque. Et je pense qu'on n'a pas besoin de fermer pour vérifier l'identité. Allez, c'est important de le faire. La dernière question et dernière réponse. Mais après, vous pourrez poursuivre les échanges. Est-ce que les NFT, c'est si la bouteille a été bu ou pas? Parce que sinon, je peux le vendre après avoir bu la bouteille, non? Ça c'est physique, ça. Là, il peut y avoir une puce qui réagit si ça a été ouvert. Mais en effet, quand vous tradez un NFT d'une bouteille, ce qui est important, c'est que la personne qui a la bouteille, vous puissiez lui faire confiance. Ça veut dire que ça ne peut pas être vous. Ça doit être un tiers. Merci. Merci à tous. On peut encore débattre sans souci. Je pense que, je sais pas, nos intervenants ont sûrement des choses à faire, évidemment. Mais merci à tous pour votre présence et ce débat super intéressant. Restez avec nous. Il y a la suite du concours de pitch qui démarre avec toutes nos startups. Et voilà.